Les menaces qui pèsent sur l'unicité de la valeur du point d'indice, il y a eu un certain nombre de déclarations de Macron sur l'idée qu'il fallait décorréler le point d'indice, c'est-à-dire il y aurait une valeur du point d'indice qui serait particulière pour les territoriaux et il y aurait une autre valeur du point d'indice qui vaudrait pour les deux autres versants. Alors il semblerait que ce ne soit plus forcément ça qui soit d'actualité. On peut par contre penser, si on regarde et si on écoute un peu attentivement ce qui se dit dans le camp d'en face, que peut-être que l'idée serait plutôt qu'il y ait maintenant une décorrélation du point entre les catégories. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer qu'il y ait une valeur du point, par exemple, pour la catégorie C et le bas de la catégorie B, et qu'il y ait une valeur du point différente pour les autres catégories, voire une rémunération concernant ces catégories qui serait une rémunération à titre principal assise sur les primes. Dans la liste des coûts qui nous sont portés, évidemment, contrairement aux engagements du président, le fait que la hausse de la CSG va faire l'objet d'une simple compensation pour les fonctionnaires agents publics et non pas d'une hausse de la rémunération comme le président s'était engagé à le faire pour l'ensemble du salariat. Le gouvernement projette de supprimer donc, sur l'ensemble du quinquennat 120 000 emplois dans les versants territoriaux et hospitaliers, donc 50 000 suppressions d'emplois à l'État, 70 000 à la territoriale. Pour l'instant, est annoncé uniquement et programmé uniquement 1600 suppressions d'emplois pour l'exercice 2018 dans la fonction publique de l'État, mais le ministre a d'ores et déjà indiqué que ça ne voulait en aucun cas dire qu'il commençait à reculer sur ses ambitions en matière de suppression d'emplois. Et donc ce que le gouvernement a l'intention de faire sur la période 2019-2022, c'est bien de supprimer 120 000 emplois, donc moins 1600. Voilà. En fait, le plus dur est très clairement à venir et le gouvernement a bien, à ce stade, la ferme intention d'appliquer son programme. Ça a été réitéré à plusieurs reprises. Dans la liste des mauvais coups, toujours, bien évidemment, la restauration du jour de carence au 1er janvier 2018. On peut aussi ajouter l'arrêt de dizaines de milliers d'emplois aidés, arrêt qui est d'ores et déjà d'actualité, mais il y a une montée en charge qui est prévue et on devrait aller l'année prochaine jusqu'à une suppression de 150 000 emplois aidés. Si on compare les emplois aidés financés en 2018 à ce qui a été financé sur l'année 2016, donc 150 000 suppressions d'emplois aidés en tout, vient s'ajouter à tout cela, bien évidemment, le report de l'application des mesures PPCR, ce qui confirme quand même la pertinence de la position de la CGT quand la CGT a dit que le calendrier d'application de PPCR était inacceptable parce qu'il était trop étalé dans le temps. Et donc là, on voit bien qu'on a quand même eu un point de vue assez juste sur cette question-là. S'ajoute également, dès l'exercice 2017, la suppression de 300 millions de crédits d'investissement pour les collectivités locales, avec d'ores et déjà des dégâts pour l'investissement public local. Et puis, la liste serait encore longue, mais j'en ajoute quand même deux qui concernent plus particulièrement le champ de la fonction publique territoriale. Le gouvernement a donc prévu de mettre en extinction 25 départements sur le périmètre des métropoles. Et je voulais aussi ajouter la dimension réduction du temps de travail et 35 heures, puisque le ministre a d'ores et déjà indiqué que lui, il souhaite qu'en particulier les employeurs publics et notamment les employeurs locaux aient une plus grande liberté en matière de temps de travail. Donc on peut aussi s'attendre très clairement à des attaques portées sur les 35 heures. Voilà. Quelques éléments sur deux sujets. D'abord sur les salaires, puisqu'on voit bien que la question salariale, bien évidemment, est au cœur des questions d'actualité. Elle a été au cœur en particulier de la journée d'action du 10 octobre. Je voulais rappeler quelques réalités sur lesquelles il est important, en particulier, de pouvoir communiquer auprès de nos collègues. Sur les 20 dernières années, si on regarde l'ensemble des salaires qui ont été versés dans les administrations publiques, on s'aperçoit que la part des salaires versés rapportée à l'ensemble des dépenses publiques a en fait reculé d'1 point. Donc la part des dépenses publiques consacrées aux rémunérations des agents publics est en fait en recul si on la compare de manière proportionnelle à l'ensemble des dépenses publiques. C'est donc la tendance sur les 20 dernières années. Sur la même période, le nombre de milliardaires en France, lui, il est passé de 11 à 92 et leur fortune cumulée a été multipliée par 7. Donc ça, c'est une autre évolution sur laquelle on n'entend pas grand-chose en général dans le débat public, mais sur laquelle quand même il est important de communiquer. Autre réalité importante en matière salariale, 1 million d'agents de la fonction publique sont actuellement rémunérés au niveau du SMIC ou juste au-dessus du SMIC. Ça fait quand même, grosso modo, 20% des agents
de la fonction publique. Donc depuis 2010, je m'en tiens uniquement à l'année 2010, en raison de l'inflation non compensée, nous perdons en moyenne 70 € par mois. Alors c'est une moyenne générale, mais enfin c'est aussi une illustration quand même pas totalement inintéressante. On nous dit beaucoup que l'inflation est faible, mais quand même si on regarde l'inflation cumulée 2016-2017, ce qu'on peut prévoir comme inflation d'ici à fin 2017, donc on sera sur les deux exercices 2016-2017 à environ 1,5% d'inflation. Ça veut dire que l'effet des hausses consenties par le précédent gouvernement, donc les 2 fois 0,6, juillet 2016, février 2017, en fait seront effacés d'ici à la fin de l'année 2017, et donc on continue bien de creuser l'écart en matière de perte salariale. Deux éléments aussi à porter dans le débat sur la question des salaires. Le premier, le coût de l'augmentation de 1% de la valeur du point, c'est pour l'ensemble des agents publics, c'est un coût d'environ 1,8 milliard pour la dépense publique. Donc 1,8 milliard rapporté à donc, tout ce que je vous disais tout à l'heure par exemple sur la suppression de l'ISF ou ce que je vais vous dire tout à l'heure sur l'ensemble des aides publiques versées aux entreprises. Ça illustre quand même le fait que voilà, 1,8 milliard pour augmenter les salaires de 1% dans la fonction publique, ça ne représente pas un niveau de dépenses publiques aussi excessif qu'on veut bien nous le dire. Dernier élément intéressant sur les salaires, si on augmente la valeur du point de 1%, ça fait rentrer 320 millions d'euros de cotisations salariales supplémentaires pour la protection sociale. C'est aussi, au-delà du fait que ça soit une bonne chose pour l'économie, puisque ça vient alimenter la consommation, c'est aussi une bonne chose pour la protection sociale. Quelques mots sur la question du jour de carence, en vous citant quand même une autre déclaration d'Emmanuel Macron qui est quand même extrêmement intéressante. Donc cette citation, elle date de 2015. Donc à l'époque, Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie, répondait à un député de droite qui s'insurgeait de la volonté du gouvernement de l'époque de supprimer le jour de carence. Et donc à l'époque, Emmanuel Macron avait dit la chose suivante, je le cite, donc tout d'abord, si l'on examine de près la situation des salariés du privé, on s'aperçoit que les 2 tiers d'entre eux sont couverts par des conventions collectives qui prennent en charge les jours de carence. Et donc en vrai, disait Emmanuel Macron, comme disent les enfants, la situation n'est pas aussi injuste que celle que vous décrivez. Donc Macron disait bien à l'époque en 2015 qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre public et privé, et il disait aussi en creux qu'en fait instaurer un jour de carence pour les fonctionnaires, c'est en fait créer une inégalité supplémentaire au détriment des fonctionnaires. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de faire davantage connaître. Deux autres éléments d'argumentation sur la question du temps de travail, parce que c'est aussi un autre sujet sur lequel on est régulièrement attaqué. Je souligne et j'insiste sur le fait que la majorité des agents de la fonction publique est bien à 35 heures, et même pour beaucoup à plus de 35 heures, puisqu'il y a même 28% des agents de la fonction publique qui travaillent 40 heures et plus par semaine, donc on n'a vraiment aucune leçon à recevoir en matière de respect du temps de travail. Je souligne aussi qu'il y a toute la question évidemment des sujétions particulières et que par exemple 65% des agents de la fonction publique hospitalière travaillent le dimanche de manière plus ou moins régulière. Enfin, ils sont quand même donc 65% à un moment ou un autre de leur plage de travail à travailler donc le dimanche, ce qui n'est le cas que pour 28% des salariés du privé. Donc là aussi, voilà, c'est quand même des réalités qu'on a besoin sans doute de faire davantage connaître. Quelques éléments, je vais m'en garder pour plus tard parce que c'est déjà un petit peu trop long. Quelques éléments donc, sur la question des moyens disponibles, parce que c'est vraiment, je pense, la question des moyens financiers, un élément d'argumentaire extrêmement important. Je vous cite trois éléments. Donc chaque année, 230 milliards d'aides publiques et d'exonérations fiscales et sociales sont versées aux entreprises par l'État ou par les collectivités locales, donc 230 milliards. Je remets ça à nouveau en relation avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que augmenter les salaires dans la fonction publique de 1%, ça représente donc 1,8 milliard. On a vraiment là un moyen de démontrer que oui, il y a bien des moyens disponibles pour faire d'autres choix. Autre élément important sur la question de l'évasion fiscale, dont on voit qu'elle fait à nouveau les feux de l'actualité avec l'affaire des Paradise Papers. C'est les évaluations de la CGT, les évaluations varient, mais enfin, la CGT en tout cas, elle estime que l'évasion fiscale s'élève à environ 80 milliards par an.
Je rappelle que depuis 2009, on a supprimé 16 000 postes aux finances publiques, donc forcément, ça n'aide pas à aller récupérer l'évasion fiscale. Et donc voilà, là aussi, c'est un domaine dans lequel, là, oui, je pense qu'on a parfaitement raison quand on dit qu'il y a besoin de davantage d'emplois publics dans ce pays, parce qu'en particulier, ça permettrait d'aller récupérer une bonne partie de cette évasion fiscale. Troisième chiffre sur la question des moyens disponibles, le patrimoine cumulé des 10 plus grandes fortunes françaises s'élève à 241 milliards d'euros. Donc 241 milliards d'euros, et il est en hausse de 35% par rapport à 2016. Voilà, là aussi, il y a quand même quelques moyens financiers dans ce pays qui sont disponibles. Quelques mots sur les grandes revendications que la CGT a besoin de pousser. Donc la première, c'est donc ce que je viens de dire, à savoir la mobilisation des moyens budgétaires disponibles. La deuxième, c'est notre revendication d'une revalorisation forte et immédiate de la valeur du point d'indice et aussi le maintien de l'unicité du point d'indice, puisqu'il y a donc un certain nombre de menaces qui pèsent sur cette question. J'ajoute évidemment notre revendication de revalorisation des pensions de retraite. Nous avons besoin de pousser évidemment sur la question de la résorption de l'emploi précaire, pousser aussi sur l'arrêt immédiat bien évidemment des suppressions d'emplois et notre exigence de création d'emplois statutaires partout où les besoins de services publics le nécessitent. Une illustration, une étude récente dit qu'il va y avoir besoin de 500 000 recrutements dans les domaines de la petite enfance et de la dépendance d'ici à 2022, si on tient compte à la fois des départs en retraite et puis des nouveaux besoins. Donc 500 000 recrutements vont être nécessaires dans le domaine de la petite enfance et de la dépendance. La question qui est posée, c'est est-ce que ça va être de l'emploi public avec une maîtrise publique, ou est-ce que ce sont 500 000 emplois qui vont partir ou être créés dans le secteur privé avec une logique de rentabilité financière soumise aux injonctions du capital. Donc voilà, je pense que là-dessus, on a aussi un élément d'argumentation fort. L'autre élément sur la question des besoins, c'est le rappel constant que nous avons à faire sur le fait que la population française augmente de manière constante. Et que donc, qui dit augmentation forte de la population, c'est quand même 6 millions d'habitants supplémentaires depuis l'année 2000 et 2 millions d'habitants supplémentaires dans notre pays depuis l'année 2010. Donc quand même une augmentation extrêmement significative. Et donc la question, c'est quels vont être les moyens mis en face de ces besoins-là. Et donc la CGT, elle affirme, et elle a raison de le faire, que cela nécessite de forts recrutements publics. Nous avons besoin de pousser notre revendication de l'instauration des 32 heures, que c'est sans doute la meilleure manière de lutter contre la remise en cause des 35 heures. Je rappellerai ici que les 35 heures, d'après la CGT, elles ont permis la création de... Non, c'est pas d'après la CGT, là, ce sont des études officielles. On estime que les 35 heures ont permis de créer 350 000 emplois. La CGT, elle estime que si on passe aux 32 heures, ce sont 4,5 millions d'emplois supplémentaires qui seront créés dans notre pays. J'ajoute à ça que, contrairement à ce qu'on nous dit, il n'y a pas d'aberration française en la matière, parce que, par exemple, les Portugais ont voté tout récemment le retour aux 35 heures et qu'il y a des expérimentations en cours en Suède sur la journée de 6 heures. Donc, l'aspiration à la réduction du temps de travail, ça n'est pas ni une obsession ni une aberration française, c'est bien compris quelque chose qui se travaille dans d'autres pays. La CGT, Jean-Marc en parlera bien évidemment, elle est favorable à une unification du statut des fonctionnaires, à un renforcement des garanties collectives. Nous promouvons bien évidemment aussi des mesures concrètes et contraignantes en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes, la reconnaissance du travail effectué dans le déroulement de carrière et par le biais des promotions, et donc c'est la raison pour laquelle nous revendiquons en particulier la fin de tous les systèmes de salaire dits au mérite. Et en particulier, nous demandons l'abrogation du RIFSEP. La CGT, ça va être un sujet d'actualité l'année prochaine, et pour le retour à la retraite complète dès 60 ans, avec le maintien et le renforcement à la fois du Code des pensions civiles et de la CNRACL. Nous allons évidemment aussi avoir à mener la bataille pour le maintien et le développement de la catégorie active. Ça va être un des sujets un petit peu lourds à venir l'année prochaine. Et puis évidemment, nous nous battons pour l'amélioration des conditions de travail, ce qui passe d'abord par, dans l'immédiat, la préservation et le renforcement des compétences des CHSCT, dont on voit bien qu'ils risquent d'être assez rapidement questionnés dans la fonction publique si les ordonnances sur le Code du travail entrent en pleine application. Je finirai sur la question de la riposte syndicale en soulignant que le 10 octobre a été une journée extrêmement forte dans la fonction publique, il faut le souligner. Donc je rappelle 400 000 manifestants,
des taux de grévistes officiels qui sont les plus forts depuis les mobilisations interprofessionnelles de 2010. Et si on s'en tient uniquement aux mobilisations fonction publique, il faut remonter à 2007 pour avoir des taux de grévistes aussi forts. Et là encore, je parle bien des chiffres officiels. Donc le 10 octobre a vraiment été un point d'appui important qui traduit et qui a une signification importante que nous devons souligner. Il y a bien évidemment aussi un processus interprofessionnel qui est en cours avec un 12 septembre qui a été réussi. Un 19 octobre, il faut qu'on se le dise, qui a été un petit peu moins réussi. On peut évidemment aussi avoir un moment de débat sur les questions de stratégie syndicale. Ce qui me semble quand même nécessaire de souligner sur le contexte global au niveau interprofessionnel, d'abord c'est le fait qu'il n'y a pas une organisation syndicale dans ce pays aujourd'hui qui soutient des ordonnances sur le Code du travail. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de continuer à mettre en lumière. Deuxièmement, le périmètre unitaire de contestation, y compris par la mobilisation des ordonnances, s'étend, puisque maintenant, en particulier, l'organisation syndicale Force ouvrière au niveau confédéral est engagée dans la bataille et donc appelante au 16 novembre. Donc on a besoin de marteler et de souligner le fait que le périmètre unitaire d'action contre les ordonnances, notamment avec l'arrivée de Force ouvrière dans le périmètre unitaire, est un élément qu'on a besoin de souligner, c'est un élément de renforcement. Et donc on est bien toujours dans un processus. C'est la raison pour laquelle, dans la continuité de ce que dit Dimitri, à mon tour, j'insiste sur le fait qu'on a vraiment besoin de réussir ce 16 novembre. On réussira ce 16 novembre aussi en continuant de travailler l'unité syndicale dans le champ de la fonction publique. Et c'est vraiment la manière dont on a essayé de travailler l'articulation à la fois du processus interpro et du processus fonction publique. Plus l'arc unitaire sera fort dans la fonction publique, plus ça sera aussi un point d'appui pour construire et développer les luttes au niveau interprofessionnel. C'est la raison pour laquelle la CGT fonction publique fait le choix à la fois d'être pleinement dans l'action sur le processus interprofessionnel, tout en continuant de travailler et de renforcer l'unité dans le champ de la fonction publique. Et pour l'instant, le front unitaire tient, nous nous en félicitons, et nous continuons à travailler à de nouveaux prolongements. Donc pour conclure, je voulais insister sur deux points importants. Alors on sait que c'est compliqué de mobiliser, de convaincre nos collègues de se mettre en grève, de manifester, voilà, c'est pas toujours simple. Et on a pu le voir effectivement le 19 octobre. Il y a deux éléments, je pense, sur lesquels on a vraiment besoin de nous appuyer. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de majorité dans l'opinion publique, et encore moins dans le monde du travail, pour accompagner ou approuver l'entreprise de Macron d'affaiblissement des garanties collectives dans le public et dans le privé. Il y a aujourd'hui une majorité d'opinion qui se confirme à chaque sondage sur le fait qu'il y a un attachement fort dans ce pays à notre quête de garantie collective. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de continuer de travailler. Et deuxièmement, sur la question du service public et de l'emploi public et de la fonction publique, il y a encore une étude récente qui confirme qu'il y a une très forte majorité dans l'opinion pour défendre le service public et pour défendre l'emploi public. Et donc la question et le sujet qui nous sont posés, me semble-t-il, c'est comment est-ce qu'on transforme cette majorité d'opinion en majorité de mobilisation, et je pense que c'est un beau défi sur lequel nous avons besoin de continuer à travailler. Voilà, je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long ni ennuyeux. Merci Baptiste, puis on va passer tout de suite à Jean-Marc Canon, et après son intervention, vous pouvez intervenir, donc pensez à vous inscrire. Merci. Oui, à mon tour, je remercie de cette invitation. Je pense que c'est bien d'avoir ce temps de débat entre nous sur des enjeux aussi importants. Voilà, je remercie aussi le travail donc fait par l'UD et par le collectif, parce que je crois encore une fois qu'il faut remercier tout ce qui permet ce genre de rencontre. Voilà, moi je vais essayer de ne pas faire, parce que je vais essayer de ne pas faire un pensum, ni un développement trop long sur mon propos, et je ne vais surtout pas essayer de vous faire sur le statut général, de vous faire un grand développement sur la construction historique et l'importance du statut général. Je pense que Anicet est bien plus compétent que moi et plus légitime que moi pour faire ça, et donc c'est pas l'objet trop de mon propos. Et par ailleurs, contrairement à Baptiste, moi je ne vous donnerai aucun élément de mon rapport, parce que je n'ai pas de support écrit, je fais tout manuellement, mais ça c'est notre différence d'âge qui fait ça. Moi je suis un peu dinosaurien. Voilà. À l'évidence, si le statut général des fonctionnaires, j'insiste sur fonctionnaires parce que j'entends souvent, y compris dans nos rangs, qu'on parle de statut général de la fonction publique. C'est une erreur. Il s'agit bien du statut général des fonctionnaires, et c'est pas un problème de sémantique.
faut insister, le statut général, c'est le statut général des fonctionnaires, c'est-à-dire c'est ce qui fait office des droits et des obligations de l'agent qui travaille dans la fonction publique et qui, lorsqu'il occupe un emploi permanent, devrait, j'y reviendrai, être forcément un fonctionnaire, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Donc si le statut général des fonctionnaires est pour l'instant relativement épargné dans la frénésie des attaques de Macron, Philippe, Darmanin, que Baptiste vous a retranscrit encore en condensant de manière à ce on a dit tous ensemble de prendre l'apéritif tout à l'heure, on ne pas être trop imbuvable, rien n'est garanti évidemment pour la suite. Non, je ne sais pas si c'est un apéritif, c'est une revendication que j'aimais. Au point on en est. Bon. Bref, oui, rien n'est garanti pour la suite. D'ailleurs, interpellé, Darmanin lui-même a évoqué que pour l'instant, il ne touchait à rien, selon lui, de l'édifice statutaire jusqu'aux élections professionnelles de décembre 2018, mais qu'ensuite, les questions pourraient se poser. Et moi, je crois que non seulement elles pourraient se poser, mais que dans leur vision à eux, elles vont forcément se poser. Et moi, je ne peux pas croire, qu'y compris tout ce qu'a évoqué Baptiste sur CAP 2022, mais aussi sur le Forum des services publics que lance Darmanin, enfin, etc., je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de la part de nos ultralibéraux qui nous gouvernent un souhait d'épargner un édifice progressiste. Parce que moi, je crois que eux, Baptiste l'a dit, sont dans une logique, on le voit bien, sont dans une logique où tout ce qui doit, à leurs yeux, privilégier la loi du marché, du profit, doit être mis en œuvre. Et moi, je crois qu'à leurs yeux, évidemment, le statut général est un empêcheur, quelque part, de pouvoir libéraliser en rond et faire justement marcher cette loi du profit. D'ailleurs, moi, je crois qu'un certain nombre d'indicateurs et d'indications laissent à penser ce que pourraient être les pistes d'ores et déjà que ceux qui nous gouvernent vont mettre en œuvre. Alors, je suis comme Baptiste, par ailleurs, je pense qu'elles ne sont pas forcément nouvelles, à quelques exceptions près, et que ce sont des ressucés, certes, des ressucés qu'on a souvent pu mettre en échec, et je m'en félicite, mais pour être des ressucés, ça n'en est pas moins des attaques éventuellement extrêmement importantes qui pourraient être portées. D'abord, moi je crois qu'on a évidemment affaire, probablement, si on les laisse faire, à un recours accru, je dis bien accru, au non-titulariat et à la précarité. Parce que lorsqu'on a en face de nous, Baptiste l'a rappelé, des gens qui sont épanchés par le passé récent sur le statut est un frein, c'est une rigidité, nous avons besoin de souplesse, vous savez ce que veut dire souplesse, lorsque le camp d'en face en parle, etc. Moi je crois qu'il ne faut pas se raconter l'histoire. À leurs yeux, il faut s'attaquer au statut, et dans l'attaque du statut, je pense qu'à l'idée qu'un emploi permanent soit normalement occupé par un fonctionnaire, à leurs yeux, ce propos-là est obscène, inepte, et doit être passé de mode. Deux, je pense qu'on aura, c'est un peu lié d'ailleurs, un accroissement potentiel, c'est déjà le cas, mais je crois que si on le laisse faire, ça pourrait devenir quelque chose d'exponentiel, de ce qu'on appelle les emplois fonctionnels. C'est-à-dire, j'y reviendrai, tout ce qui touche à des choses qui décorrèlent le grade et la position du grade par le fonctionnaire, et de nommer des gens sur, entre guillemets, des emplois sur point particulier, responsabilité tellement particulière, que la norme, de la catégorie A à la catégorie C maintenant, c'est d'avoir des espèces d'endroits où on ne peut accéder dans la grille indiciaire que lorsqu'on a des emplois particuliers, des fonctions particulières, et évidemment, j'attire votre attention là-dessus, que l'on perd lorsqu'on cesse, pour une raison X ou Y, d'avoir cet emploi fonctionnel. Je dis ça parce qu'il faut mesurer combien ça, c'est antinomique de la fonction de carrière qui est la nôtre et que nous défendons ensemble aujourd'hui. 2, 3, rémunération au mérite. Tout ça, d'ailleurs, vous voyez bien, tout ça, en fait, c'est un édifice qui se tient parfaitement et ce sont des éléments d'une même logique. Donc, alors là, il ne se passe pas quasiment de semaine sans qu'on entende cette ritournelle habituelle. Le fonctionnaire doit être rémunéré au mérite, il faut reconnaître le mérite, enfin, etc., etc. Je ne vous affûte pas les déclarations, alors, etc. Macron en a sorti 100, en sort 100 tous les jours, mais Darmanin, enfin, tout le monde dans le camp d'en face est acquis à ça. Et moi, je dis qu'évidemment, pour eux, ça sera quelque chose qui prendra une telle proportion, vraisemblablement, parce qu'on a déjà des formes de rémunération au mérite. Baptiste a cité le RIFSED, qu'il faut bien sûr abroger, mais on a déjà ces éléments-là. Donc pour eux, c'est de dire qu'on doit passer à une étape qualitative véritablement nouvelle. Et moi, je vous le dis, je pense que ce qui est un certain nombre déjà de projets, avec du jour, Silicani, d'autres avaient évoqué des situations où la part des rémunérations individuelles pourrait, à la longue, sur 3 niveaux, atteindre le seuil de traitement brut, ne faut qu'on ne traite plus que 50% de la rémunération totale des agents de la fonction publique.
Moi, je vous dis, si quelque chose comme ça devait voir le jour, à l'évidence, ça serait la fin des grades et des corps, et on assisterait à quelque chose qui serait, par ce biais-là, une atteinte extrêmement forte et une remise en cause, je crois, profonde du statut général. Enfin, moi, je crois que Baptiste l'a évoqué. Je ne sais pas ce qu'ils mettront dans la balance, parce que c'est évidemment une ligne jaune pour l'ensemble des organisations syndicales. Enfin, Macron avait évoqué à plusieurs reprises, quand même, cette affaire de décorrélation de la valeur du point entre les versants de la fonction publique. Et moi, je ne crois pas que Macron, je peux lui faire beaucoup de procès, je peux me poser beaucoup à lui, mais je ne ferai pas celui qui dit des choses comme ça, par inadvertance, ou des choses comme ça, d'un café, etc. Moi, je crois qu'il pense, et que ce qu'il dit, il fait toujours attention à sa communication. Et cette chose-là, il l'a évoqué à plusieurs reprises. Alors moi, je ne sais pas s'il l'a vraiment abandonné au profit, comme l'avait évoqué Baptiste tout à l'heure, d'une rémunération différenciée selon les catégories. D'ailleurs, on pourrait très bien voir dans leur folie libérale, et l'un et l'autre, hein, etc. Enfin, moi, j'attire là vraiment notre attention sur quelque chose de vrai. Si, de près ou de loin, nous devions avoir une valeur du point différenciée, et une évolution de la valeur du point différenciée, soit entre les versants de la fonction publique, soit entre les différentes catégories de la fonction publique, c'est la fin du titre 1 de la fonction publique. C'est-à-dire que c'est l'édifice même du statut de 83 qui, là, serait attaqué frontalement, et ça fait frontalement. Parce que, vous voyez bien, imaginez ça, ça veut dire que par ailleurs, ceux-là même qui nous rebattent les oreilles, parce qu'ils nous rebattent les oreilles sur la mobilité, le fonctionnaire doit être fluide, le fonctionnaire doit rebondir dans sa carrière 10, 15, 20 fois, enfin bref, je caricature à peine, hein, etc. Vous voyez bien par ailleurs qu'il y a une espèce de schizophrénie dans ces propos-là. Puisque, dans le même temps, ils mettent en exergue un système, la décorrélation de la valeur du poids, qui par définition empêcherait la mobilité dans un grand nombre de cas, puisque nous aurions les uns les autres des carrières qui seraient dissemblables demain à égalité de qualification et de mission. Voilà, moi je ne vais pas citer, mais j'en cite quelques-uns comme ça, pour dire, même si aujourd'hui les attaques auxquelles nous avons fait, qui sont nombreuses, semble en partie épargner le statut général, ne se porte plus sur la rémunération, le gel de la valeur du point, les ordonnances de cas du travail, les effectifs, etc. Bon, je ne reviens pas, Baptiste a évoqué largement tout ça. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'entre nous y trompions. Ces orientations-là, elles existent actuellement dans le camp d'en face. Ils les mettent sous le boisseau un tout petit peu parce que probablement ils doivent considérer que charger la mule n'est pas forcément la meilleure façon de faire à l'heure actuelle. Il y a le dossier des retraites qui arrive en 2018, je crois qu'il y a des sujets, etc. Mais moi, je crois qu'ils les ont en tête et que ces projets qu'ils ont en tête, et je crois que Macron, le premier, il a été suffisamment disserte lorsqu'il était au gouvernement justement sur le statut général, etc. Moi, je crois que ces gens-là, ils ont véritablement le projet, pas simplement d'avoir, entre guillemets, pardonnez-moi, les attaques traditionnelles qu'on a eues depuis que le statut existe, depuis le statut de 46, puis de 83. On a eu affaire à des attaques, les uns les autres, on a lutté contre, on a empêché un certain nombre de mauvais coups, des fois on n'y est pas arrivé. Mais enfin, grosso modo, on avait des attaques qui ne remettaient pas forcément en cause le socle même du statut général, même si elles étaient pénalisantes, graves, etc. Là, je crois qu'on a en face de nous des gens dont l'ambition, c'est de revenir effectivement sur un socle fondamental de progrès social sur lequel nous vivons. Or, j'insiste là-dessus, même si c'est en 2019, même si nous considérons, ce qui ne sera pas le cas, mais même si nous considérons qu'entre guillemets l'année 2018 serait blanche en matière de statut contre les générales, moi je vous dis, c'est comme les élections, on y reviendra, 2019 c'est demain, et c'est dès maintenant qu'il ne faut pas préparer la bataille. C'est pas quand. Moi, je plaide pour que les mauvais coups, on les connaît potentiellement, et moi, je plaide pour que notre CGT, on n'attende pas des mois l'arme au pied. C'est dès maintenant qu'il faut convaincre de la nécessité de combattre pour le développement, le renforcement du statut général. Voilà. Alors, dans cette bataille, moi, je préfère dire que j'essaie de parler au maximum sur langue de bois, parce qu'on n'est pas entre nous, etc. Moi, je crois qu'à la CGT, on a deux écueils à éviter dans cette bataille que nous devons mener. La première, c'est de considérer ou de laisser à penser qu'il y aura une espèce d'âge d'or du statut, 1946 ou 1983, pardon, si on prend les références, qui aurait figé dans le marbre un statut général qui ne devrait plus bouger et qui, parce que à ce moment-là, il était évidemment progressiste, serait quelque chose, un édifice qui ne devrait plus connaître d'évolution. Et moi, je crois que ça, il faut que nous en gardions. Et que d'abord, nous rappelions que le statut général, contrairement à ce qu'on nous dit, il a été modifié des centaines de fois par des textes législatifs. Anissa le rappellera.